France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 23 octobre et j'espère que vous allez tous bien. On est ensemble et comme d'habitude jusque 18h évidemment sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue, Audrey Pronosti. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Comment ça va, ma Audrey? Super, je vais me répéter. Quand je suis là, je suis super contente. Ouais, donc tu viens pas souvent en même temps. Non, c'est même pas vrai. Si? Je suis assez constante. La dernière fois que t'es venue, c'était l'année dernière. Oh les mensonges, ça y est, ça commence. Un autre candidat aussi qui est pas souvent là, mais qui vient de temps en temps quand il le peut en tout cas. Mon Nadir Kaya, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Association Banlieue Plus et les quartiers, président évidemment. Monsieur Abdeslam Bitache, élu Modem dans le 95. Bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour, et toujours détenteur de victoire au quiz, on verra. Et invaincu, on verra si ça va continuer tout à l'heure. Bien sûr. Alors est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un think tank, messieurs, dames? C'est un club de réflexion. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que vous connaissez TNTT? Écoute, on va connaître. Un groupe de réflexion? Oui, un think tank qui s'appelle TNTT et on recevra son président puisqu'ils organisent un événement ce samedi 26 octobre. Justement autour de la spiritualité, des mathématiques, de l'écologie. Voilà, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Ça monte à la verticale. Sab Brugrin, qui est le président, viendra nous présenter donc son TNTT, son think tank, qui se veut être un think tank musulman. Donc voilà, on s'en cache pas, bien sûr. Alors, dites donc, vous savez qu'il y a un grand rendez-vous dimanche. Oui. Les musulmans et les non-musulmans, tous ceux qui se sentent opprimés, offusqués, je cherche les termes et les qualificatifs ne manquent pas, tous ceux qui se sentent attaqués par les médias, par les politiques, par des discours racistes, des discours islamophobes, sont invités à venir en masse et on doit être là et au rendez-vous, on n'a pas le droit de se louper parce qu'on est nombreux à gueuler, on est nombreux à dénoncer, mais quand il s'agit d'agir, il y a beaucoup moins de monde et ça c'est dommage. Et peut-être, j'ai envie de dire peut-être qu'à force de se prendre des coups, peut-être qu'à force de recevoir des gifles, on va peut-être finir par bouger et se sacrifier le dimanche, puisque c'est ce dimanche 27 octobre où vous êtes toutes et tous invités à venir à partir de 13h, place de la Nation, et c'est plus que symbolique, la Nation. Eh oui, nous sommes la Nation aussi. Ouais. À venir ce dimanche, crier notre ras-le-bol, dénoncer cet acharnement et cette focalisation qui est faite sur des gens comme nous, ce qui nous ressemble en tout cas. Ai-je bien résumé, mon cher Nadir? Parce que pour rien nous cacher aux auditeurs, tu fais partie de ceux qui essaient, tant bien que mal, mais qui essaient en tout cas d'essayer d'unir toutes ces fédérations, tous ces musulmans, tous ceux qui pèsent dans cette communauté pour que on puisse être là tous au rendez-vous en mettant de côté nos différences. Merci à toi Christophe de rappeler l'importance de ce rassemblement. Oui, effectivement, on essaye en l'occurrence des personnes qui sont issues du terrain associatif et qui sont des citoyens conscients de la réalité, de se réunir autour d'un rassemblement pour faire face à ce climat qui nous est imposé depuis des années, notamment par le biais de certains politiciens et notamment par le courant d'extrême droite qui est le RN, mais également aussi par le retour qu'on peut avoir notamment régulièrement des médias, qui aussi dilue un petit peu ce discours qu'on entend depuis 20 ou 30 ans en France, mais maintenant aujourd'hui qui se focalise principalement et essentiellement envers la communauté musulmane et donc les citoyens de confession musulmane. Parce que c'est des choses qu'on a pu évoquer dans plusieurs émissions, c'est parce que contrairement à ce qu'on croit, la communauté musulmane n'est pas monobloc, elle n'est pas là pour remplacer qui que ce soit, mais elle a ce défaut de ne pas être réellement organisée en communauté. C'est-à-dire qu'il existe une communauté musulmane, de par tous ces gens qui sont de confession musulmane, mais la très grande majorité, ce sont des citoyens lambda, avec des besoins et aussi des difficultés, des espoirs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un ras-le-bol qui est arrivé à un terme où il faut absolument comprendre que seule la mobilisation permettra de créer un rapport de force. On critique souvent les banlieues dans leur incapacité de faire les choses. Je le dis aussi, moi aussi. On est des bons Français parce qu'on parle beaucoup, on se plaint beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en France depuis des années à l'encontre des minorités, notamment des musulmans. Mais on a aussi notre part de responsabilité. Tout à l'heure, on a parlé du besoin, de la nécessité d'aller voter pour peser, mais la citoyenneté, pour ma part, je la conçois au quotidien. Dès que je me lève le matin, je me demande ce que je peux faire pour la société, et notamment pour combattre un peu tout ce qu'on subit en termes d'inégalité, de discrimination,
et de stigmatisation. Et donc ça passe par des actions concrètes qu'on fait avec toutes sortes d'acteurs associatifs et de citoyens engagés, par des ateliers d'écriture, par des rassemblements, par des réflexions. Mais aujourd'hui, on a besoin de s'unir, et on invite tous les Français qui aussi n'acceptent plus ce qui se passe aujourd'hui en termes de climat. Et il y aura plusieurs rassemblements à travers tout le pays d'ailleurs, hein. Je pense à Toulouse par exemple. Ouais. À Lyon, Place Bellecour, on est en lien aussi avec différentes personnes qui se présentent. Toulouse, Montpellier, Lille aussi. Ouais. Donc j'espère qu'on va enfin faire ce qu'on rêve tous depuis des années, notamment depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Là, on est en 2019. On est pratiquement dans les mêmes revendications. C'est-à-dire qu'on soit pas récupéré comme en 83. Non, après moi je peux. Ah oui, bon après par rapport à ça, je peux pas me positionner. Mais là aujourd'hui, concrètement, tous ceux qui sont à l'origine des différents mouvements sont principalement des acteurs associatifs ou des citoyens engagés ou des entrepreneurs ou des simples citoyens conscients de la nécessité de se réunir. Donc il n'y a pas de récupération. Après, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais pour l'instant, je peux dire que c'est des vrais citoyens qui sont musulmans et qui ne sont pas musulmans, qui sont issus des quartiers et qui peuvent ne pas être des quartiers, qui se mobilisent. Donc j'invite vraiment à passer à l'acte. Dimanche 27 octobre à partir de 13h. Tu disais des banlieues, je précise quand même, et on en parlera d'ailleurs avec le président des petites et moyennes entreprises du 93 le 4 novembre, puisqu'il sera notre invité. Vous savez que le département de Seine-Saint-Denis est le département où il y a plus de création d'entreprises. Exactement. Absolument. Donc voilà, ça aussi et c'est pas sur BFM TV qu'on va le dire, ça. Voilà. Et c'est le département le plus jeune de France aussi. En plus, pourquoi il faut se mobiliser? L'un des plus riches de France, avec paradoxalement une population pauvre, mais c'est l'un des plus riches de France. Donc tu vois, tous ces paradoxes-là, il faut les mettre en avant, notamment quand on entend des choses assez négatives sur la banlieue ou la Seine-Saint-Denis. C'est aussi un territoire d'espoir, un territoire de talent. Et non pas une terre perdue comme voilà. Et j'invite donc les citoyens du 9-3 à se mobiliser plus souvent quand ils se font critiquer gratuitement comme ça par les politiques ou par des éditorialistes ou des personnes qui ne connaissent pas réellement la Seine-Saint-Denis. En tout cas, tout le LGF sera là dimanche à partir de 13h pour d'abord pour se rencontrer, pour échanger, pour se connaître, et pour aussi au travers de slogans qui vont être bien prononcés tout au long de cet après-midi. En plus, il va faire beau dimanche après-midi, place de la Nation, c'est symbolique. La nation, c'est nous, voilà. La France, c'est nous. Et on a aussi parce qu'on parle de nous, je veux dire, à longueur de médias, à longueur de journée. Il est important aussi que nous, on puisse, en tant qu'acteurs aussi, aller sur le terrain pour dire non, attendez, on veut bien qu'on parle de nous, mais pas dans ces conditions, pas de cette manière-là, et surtout pas pour être un cache-misère de la société. C'est-à-dire qu'on masque les problèmes économiques, on masque des problèmes réels qu'il y a en France, on masque un problème pour la France de rapatriement des djihadistes partis en Syrie. Est-ce qu'il y a un réel problème, une réelle inquiétude, et on se sert des musulmans, on est les boucs émissaires de cette politique qui, par manque d'efficacité, trouve un bouc émissaire, évidemment en collaboration avec les médias. Tout ça se fait évidemment de main et de mise avec les médias. Les politiques et les médias s'entendent bien pour désigner un bouc émissaire et surtout un coupable de tous les maux de la société, les musulmans. Pourquoi il faut se déplacer dimanche, Abdeslam? Alors, il faut d'abord il faut se déplacer au-delà de ces obédiences religieuses, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, mais le but est de se déplacer pour dénoncer l'injustice et cette fragmentation de la société où on met au banc une partie de la communauté nationale sous prétexte qu'ils auraient un courant religieux complètement différent d'un grand nombre de nos concitoyens. Ce que je veux juste dire, c'est que l'histoire l'a démontré. Dans les années 40, on s'en prenait à une communauté. Aujourd'hui, on voit que le schéma se reproduit. Exact. Et ce sont les musulmans qui sont justement mis au banc de la société. C'est quelque chose d'insupportable. Et moi, j'invite tous nos concitoyens à venir, qu'ils soient croyants ou pas. Dès lors qu'ils sont animés par un sentiment de colère et de voir l'injustice et le traitement médiatique d'une partie de la communauté nationale, mais que ce soit, et tu le disais très bien Christophe tout à l'heure, tu parlais des médias et des politiques qui sont main dans la main. Moi j'ai envie de dire que de l'autre côté nous avons aussi des élus qui s'indignent de ce genre de choses. Moi j'encourage un grand nombre d'élus justement à venir avec leur écharpe tricolore. Il y a une centaine d'élus d'ailleurs qui ont signé une tribune. Hein. Absolument, on pourra en parler tout à l'heure. Et j'encourage tous ces élus à venir, à avoir le courage de venir,
rencontrer leurs administrés, les citoyens français. Et d'un autre côté, j'invite aussi les médias à venir voir ce qu'est un mouvement pacifique et se rendre compte que les gens sont juste là pour manifester, j'allais dire une colère, mais c'est même pas le mot. C'est expliquer le désarroi et lorsqu'ils allument la télé et qu'ils tombent sur une personne qui vous vomit dessus, c'est juste insupportable. Donc oui, il faut absolument venir dimanche et il faut être là. Ah bah évidemment. Audrey, tu seras là aussi? Bien sûr. Ouais. Au-delà de, je voulais juste rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, ce que Nadir et Abdel-Salem viennent de dire, c'est assez complet. Au-delà de l'aspect communautaire, ça reste avant tout un acte et un mouvement citoyen. Faut pas l'oublier, musulmans ou pas. Aujourd'hui, il y a une stigmatisation d'une catégorie de la population, comme tu viens de le rappeler, Abdel-Salem. Voilà, c'est déjà arrivé. Aujourd'hui, on peut pas laisser notre beau pays reproduire ce schéma-là. Beaucoup d'intellectuels s'indignent, beaucoup de politiques, beaucoup d'associatifs. Il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se faire. Donc voilà, il faut vraiment marquer le coup. Il y a plusieurs collectifs qui veulent se regrouper pour la même cause. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut plus se poser de questions, venir, se déplacer, agir pacifiquement, s'exprimer de façon citoyenne. C'est avant tout un mouvement citoyen. Voilà. Et surtout arrêter de boire Coca. Ah, bah, pas moi. Je le dis bien en buvant un verre de Coca. Méziane, salut Méziane. Allô, salut, salam alaikum. Bonjour Méziane. Bonjour à tous. Je suis très fier de la radio, là. Vous êtes vraiment formidable. Même il y a des fois où je suis pas tout à fait d'accord pour certains d'autres dossiers, mais en règle générale, dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous. On parle des musulmans depuis plus de 20 ans. Toujours en négatif. Jamais en positif. Donc, je crois que là, il y a vraiment un matraquage, même si, bien entendu, on a des choses à critiquer parmi nos musulmans. Je parle pas de l'islam. Je parle des hommes et des femmes. On peut critiquer des hommes, mais j'ai l'impression qu'on veut critiquer l'islam. C'est différent. C'est là le problème. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une guerre de religion, alors que le problème, il est plutôt au niveau des hommes et non pas au niveau de la religion. Et on est en train de montrer du doigt l'islam, au lieu de montrer quelques brebis égarées, qu'on appelle des musulmans, ou qui se disent musulmans, mais qui sont dans l'erreur, puisqu'ils arrivent à faire des massacres, des horreurs, aussi bien dans les pays déjà musulmans même, parmi les leurs, et ils le font en Occident. Donc ce sont des égarés. Ils se prétendent musulmans. Bon. Maintenant, le fait de parler tout le temps de l'islam et des musulmans, ils font un amalgame. Ils font pas la différence entre islam et musulmans, et je crois que c'est toute l'ambiguïté, elle est là. Quand on parle des musulmans, en fait, on vise l'islam. Méziane, tu parles, c'est bien, on parle tous aussi, mais est-ce que tu seras là dimanche? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est à quel endroit? C'est à la Nation, Méziane. On n'arrête pas de le répéter. Je viendrai, Inch'Allah, je viendrai. Mais il y a un autre truc, je finis, il y a un autre truc que je vous reproche, c'est que vous ne parlez pas de ce qui se passe en Algérie suffisamment. Oui, alors, écoute, Méziane, une télévision. Non, Méziane, s'il y a bien un truc, Méziane, s'il y a bien un truc qu'on peut pas nous reprocher, c'est ne pas parler de l'Algérie. Il y a d'autres radios, je vais pas les citer, qui ont fait mine de ne pas en parler parce que voilà, ils avaient pas beaucoup d'éléments là-dessus. Nous, on en a parlé depuis le début. Là, on en parle moins parce qu'il se passe pas grand-chose, ou plutôt, on est un peu dans l'expectative. Eh bien, je te donne rendez-vous vendredi. On va en parler vendredi. Avec, il y a une radio qui a été, une télévision qui a été qui a voulu être supprimée là par oui, Al-Marabiya TV. Oui, absolument. Un opérateur là, qui est propriétaire de satellite, qui est Eutelsat. Aujourd'hui, à Balard, devant le Eutelsat, il y a une manifestation disant pourquoi vous avez supprimé cette télévision qui est ouverte à tous, aussi bien aux opposants. Surtout aux opposants, si je me permets. Non, même aux gens qui sont... Méziane, on est là pour se parler franchement, mais... partis qui viennent. Méziane, Méziane, on est là pour se parler franchement, tu le sais, comme on est ici, tu connais l'ADN. C'est une télévision d'opposants. Ça veut pas dire qu'elle a pas le droit d'émettre, attention, hein. Mais c'est une télévision d'opposants. Oui, mais malgré tout, on veut la museler. Appartenant au fils d'Abbassi Madani. Parce que c'est la seule qu'on veut museler, pourquoi? Parce qu'elle dérange vraiment.
Oui, je sais pas. Après, moi, c'est voilà. Ça, non, tu dis pas que tu sais pas, t'es un journaliste. Non, j'en sais rien, moi. Ne me fais pas aller dans des trucs, tu vois, bon. Non, mais vous devriez quand même parler d'Algérie. On va en parler vendredi. Un peu plus fréquente, parce que vraiment, on a beaucoup de choses à balayer devant notre porte. Et je crois que, bien entendu, en France, on est là. Enfin, moi, je suis pas français, mais vous êtes français. Vous avez le droit d'avoir une religion, quelle qu'elle soit, peu importe qu'elle soit chrétienne, juive, bouddhiste ou musulmane. Méziane. On doit être respecté, bien entendu. Viens dimanche, d'accord? Je viens dimanche, mais surtout, s'il vous plaît, parlez-nous de l'Algérie, parce qu'il se passe des choses vraiment. T'inquiète, Méziane. Mais on fait que ça de parler de l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà. Parce que l'autre fois, j'ai entendu comment votre amie Sofiane, qui disait qu'il faut voter. Mais c'est une catastrophe d'aller voter pour des. Méziane, salut mon pote. À bientôt. Allez, salut. Tu l'appelleras vendredi, il sera là avec nous, Sofiane Nagdari. Voilà. Et il te dira pourquoi il faut aller voter, lui. Voilà, c'est son avis, il a le droit, non? Bon. 01 40 33 9000, évidemment. Alors, on va parler de Macron. Vous savez que, oui, il est parti, Macron. Il est parti à Mayotte. Voilà. Discours de Macron à Mayotte sur l'immigration. Pensez-vous que le président tente de ratisser sur les terres du Rassemblement national en mettant en avant justement l'immigration? Il en a beaucoup parlé à Mayotte. Est-ce qu'on n'a pas pris un virage, Abdeslam, avec le macronisme pour tenter de siphonner des voix des électeurs du Rassemblement national, qui reste visiblement, d'après ce qu'on en voit et d'après l'échiquier politique du moment, le seul concurrent à Macron pour 2022, quoi. Alors, si tu me demandes s'il y a une volonté de récupérer de l'électorat, je dirais oui, mais ça a toujours existé. Pourtant, il nous avait quand même épargné, Macron, durant sa campagne, le début de son mandat, l'immigration, l'islam, tout ça, il était assez. Mais je vais aller au bout de mon propos concernant les stratégies électorales, parce que c'est le sens de ta question. Mais je te rappellerai qu'à l'époque, François Mitterrand avait permis au Front National justement d'augmenter pour essayer de niveler les voix de droite sur le Front National et le RPR à l'époque. Donc ça a toujours existé. Les gouvernances qui ont soufflé le chaud et le froid justement uniquement dans un but électoraliste, ça a toujours existé. Ensuite, est-ce que le président de la République doit s'interdire de parler de tous les sujets? Moi, je pense qu'il peut aborder tous les sujets de façon dépassionnée et essayer de trouver des solutions. Ouais. Mais moi, dernièrement, j'ai entendu un Emmanuel Macron qui disait qu'il ne fallait pas fragmenter la société et qu'il fallait... ensuite, le Premier ministre avait aussi dit qu'il n'était pas question de revenir sur la loi concernant les accompagnatrices à l'école. Oui, d'ailleurs, il a pris ses distances avec les déclarations de Blanquer hier à Mayotte, puisque la question lui a été posée clairement. On écoutera sa réponse tout à l'heure dans le zapping. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, effectivement, il est observable, cher Nadir, que Macron essaie quand même d'aller sur le terrain de l'immigration, avec ce débat d'ailleurs, sans vote, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale fin septembre. Est-ce que c'est un sujet qui a priori, entrevoit le fait que Macron décide d'aller siphonner quelques voix au Rassemblement national, qui reste, je le disais encore tout à l'heure, son seul concurrent pour 2022, quoi, clairement. Moi, Christophe, je suis pas un spécialiste du fait politique. Simplement, ce que je peux dire, c'est que Mayotte est un territoire français extrêmement pauvre, où il y a beaucoup de misère. Donc s'il est parti là-bas pour éventuellement entrevoir des solutions, je m'en réjouis pour les habitants de Mayotte. Si c'est juste dans un but politique, politicienne, c'est-à-dire jouer sur les terres... Il a bien insisté sur l'immigration illégale, hein. Attention. Oui, mais voilà. Et c'est vrai que Mayotte fait face quand même à beaucoup de problèmes, avec notamment les Comores juste en face. Avec beaucoup de venues, beaucoup d'immigration illégale. Je l'invite à aller en Libye alors s'il veut tenir ce genre de propos et essayer de réparer ce qu'a fait Sarkozy en parlant d'immigration et des conséquences, et notamment quand on sait que la Libye c'est pas Mayotte, Nadir. Ouais, mais la France a sa part de responsabilité par rapport à ce qui se passe. Et beaucoup de migrants passent aussi par la Libye. Oui. Donc quand je te dis ça, c'est une symbolique, c'est une pierre deux coups, quoi. Rattraper ce que Sarkozy a fait, essayer de comprendre ce qui se passe, parce que lui, si c'est juste Sarkozy pour tenir... ou BHL? Officiellement, c'est Sarkozy qui a lancé la guerre en Libye. Après, BHL, c'est un influenceur comme il en existe partout. BHL, le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Voilà, BHL n'est pas plus responsable que d'autres personnes qu'on ne connaît pas voilà. Mais maintenant, en tant que politicien, c'est compliqué la politique en France, parce que quand un président est élu, il te dit dans sa première déclaration, c'est de dire je suis le président de tous les Français. On sait que c'est pas vrai. Quand il y a des échéances électorales, le président fait campagne. Et ça, c'est malheureux parce qu'on perd du temps
temps et ça démontre quelque part qu'il est partisan, il n'est pas réellement le président de tous les Français. Moi, c'est ce qui me désole. Alors quand je te dis, quand il va sur un territoire comme Mayotte, qui est extrêmement pauvre, où il y a vraiment une certaine misère sociale là-bas, parce qu'on sait de quoi on parle quand on vient de banlieue, mais bon, il y a des départements où c'est voire pire que la banlieue. Je pense aussi à la Guyane, aux Antilles, à la Martinique et la Guadeloupe aussi, où il y a une misère pas possible. Ils seront à la Réunion après. Voilà, il y a des inégalités par rapport à la métropole qui sont insupportables quand on regarde un petit peu, quand on connaît un petit peu la situation là-bas. Donc s'il part là-bas juste pour parler d'immigration et puis faire comprendre, envoyer un message à certains Français qui seraient susceptibles de voter pour lui juste parce qu'il a utilisé immigration et faire croire qu'il va faire quelque chose, bah c'est des gens qui sont assez naïfs. Je doute qu'il ait été là-bas uniquement pour parler d'immigration. Mais non, mais pas que. Très certainement que les médias n'ont retenu que cette partie-là. Le but est quand même d'aller voir un territoire français et voir les problématiques. Donc que ce sujet ait été abordé, je doute fortement que ça a été le seul sujet de son déplacement. Alors j'espère qu'il n'est pas parti voir les problématiques parce que la France a des armoires remplies d'archives et de dossiers sur tous les territoires et toutes les situations. Ils savent tous ce qui se passe. Simplement aujourd'hui, c'est de mettre en place des solutions. Et ils le font pas parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a des petites guéguerres au sein même du gouvernement ou avec d'autres partis ou alors avec d'autres pays quand on parle de politique internationale, qui fait qu'aujourd'hui ils ne veulent pas répondre aux problèmes. Et c'est pour ça que les problèmes perdurent. Parce qu'on a des spécialistes en France, on a des sociologues, on a des études qui peuvent expliquer ce qui se passe et comment régler une situation socialement, économiquement et financièrement. Mais après, il y a des priorités. Et je pense que Mayotte, comme les banlieues, comme de certains territoires, ne sont pas une priorité pour les hommes politiques. Mais Christophe, pour répondre à ta question, est-ce que il part pour récupérer des voix du Rassemblement national? Je pense que au-delà là, du voyage de Mayotte, oui, de Mayotte, pardon, c'est là, aussi depuis un petit moment avec ce débat organisé fin septembre à l'Assemblée nationale. Là, pour le coup, je suis d'accord avec ce sujet sur la table. Est-ce que c'est vraiment le problème principal de la France? Voilà, c'est ça ma question. Là, il s'adresse aux habitants de Mayotte, compte tenu de l'emplacement géographique, c'était juste impossible d'éluder la question. Je suis d'accord avec Abdel Salem sur le fait que voilà, ça reste. Ça m'étonne pas. Non, pas surtout parce qu'il y a juste un point, où effectivement qui diverge exactement. Je cherchais le mot. Effectivement, c'est un sujet générique. Ça revient quel que soit les courants politiques, et puis surtout ça intéresse les Français, donc on va pas se mentir. Après, là où je diverge, c'est que focaliser sur l'aspect sécuritaire, là effectivement on peut se poser des questions. Là, est-ce que c'est le président de tous les Français, Macron, Audrey Pronosti? A priori, c'est censé être le président de. Non, mais dans la réalité, oui, non. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, mais même, tu dis, on se parle franchement. Il aspire à être le président de tous les Français. Il est censé être le président de tous les Français. Il a pris cette responsabilité-là. Voilà. Après. Quand il se déplace sur les territoires français, il est le président de tous les Français. Mais c'est son devoir de le faire de toute façon. S'il ne s'était pas déplacé, on le lui reprochait d'être resté en métropole et pas s'être occupé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer. Voilà. Avis tranché tout à l'heure d'Audrey Pronosti, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Bon, ça fait référence à une chanson de Wallen. Voilà, tout à l'heure, un avis tranché de Audrey Pronosti, Sabre Bougrine, pardon. Pas non facile non plus. Président de TNTT sera notre invité dans un instant sur France Maghreb. De le zapping, on écoutera d'ailleurs Macron qui pour le coup a eu un discours très intéressant du côté de Mayotte où il a pris une certaine j'allais dire un certain recul et il s'est un peu éloigné de la position de Blanquer. Vous le verrez tout à l'heure. C'est très clair dans le texte. On l'écoutera. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est démagogue? Est-ce que c'est sincère? On tentera de le décortiquer. Et puis on écoutera Bellatar. Alors je trouve que Bellatar est en pleine dépression. Non mais hier sur RFI il a quand même menacé Blanquer. Si tu te rends dans le 93, tu vas avoir des soucis. Voilà ce qu'il a dit à Blanquer. Ouais, mais il faut écouter la suite. Non, mais on écoutera. On écoutera. Mais franchement, je t'invite à te reprendre quand même, Yacine Bellatar. Je pense que c'était pas une menace. Je veux pas le défendre, mais bon. Bon, écoute, on en reparlera tout à l'heure, évidemment. Puis on écoutera, ça c'est pour un petit cadeau, un débat houleux qui a eu lieu il y a 2 jours sur CNews entre Bernard-Henri Lévy et Éric Zemmour. Quel casting! Je sais que c'est l'heure du goûter. Manger pour bien digérer. On écoutera ça tout à l'heure. À tout de suite.
Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec Nadir Kaya, présidente de l'association Banlieue Plus et les quartiers. Audrey Pronosti, journaliste, élu 95 Modem, monsieur Abdeslamitache pour vous accompagner. Notre invité Sabre Bougrine dans un instant pour nous parler de TNTT, le think tank qui organise un événement ce samedi 26 octobre. Donc vous êtes occupés, samedi, vous avez le think tank, donc TNTT, dimanche. Et là, vous êtes tous invités vraiment, tous les Français de souche ou pas d'ailleurs. Je sais pas d'ailleurs s'il en reste beaucoup des vrais Français de souche, il en reste plus beaucoup. Non, ça veut rien dire. Regardez, autour de cette table, il n'y en a pas un, à part moi. Non mais de souche, ça veut rien dire. Moi je suis de souche. Ouais, de souche, ça veut rien dire. On n'est pas des arbres. Moi je suis de souche, moi. Mais voilà. Mais attends, de souche, la Lucie, l'ancêtre de l'homme, vient d'Afrique, donc on vient tous d'Afrique. Donc s'il y a souche en Afrique. Mais il y a quelque part une anomalie dans mon parcours. Je suis algérien de par ma femme. Voilà. C'est l'Algérie quand même. Quand même. Merde. Bon, Safia est avec nous, elle nous écoute. Et elle a peut-être des choses à nous dire, peut-être à nous engueuler, je ne sais pas. Safia, bonjour. Non, je me permettrai pas. Bonjour, bonjour à tous. Donc, écoutez, moi je voudrais réagir sur ce que vous aviez dit. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement, Safia. Alors, d'accord. Donc, je voulais réagir. Quand on me dit que Macron est le président des Français, ça me fait rire. Franchement, ça me fait juste rire parce que, à part lui et sa femme, je vois pas qui représente. Pour moi, ces voyages sont des voyages, c'est des vacances. Enfin, c'est ce que je pense. Et pour en revenir sur les musulmans en France, enfin tout ça là. Donc je voulais dire que tout ce qui se passe est injuste. Ça se fait absolument pas quoi. Enfin c'est pas normal. On est on est en 2019 aujourd'hui et quand on voit ce qui se passe en France, mais c'est inacceptable. Enfin, c'est Safia, est-ce que vous serez là? Vous appelez de Paris, Safia. Vous serez là dimanche, place de la Nation? On vous verra? Je vais vous dire sincèrement que je pourrais pas venir dimanche. Ah bah bravo. À ce que j'ai compris, il y a une manifestation. Je vais vous expliquer pourquoi je viendrai pas. Parce que moi, j'ai 3 enfants, dont 2 en bas âge. Et j'ai juste peur des débordements. Mais honnêtement, mon cœur y est. Si je pourrais y être, j'y serais. Mais oui, alors Nadir Kaya, faire garder mes enfants, je viendrai. Safia, si j'ai pas le moyen de faire garder mes enfants, je ne viendrai pas. Mais tout ça. Mais vous pouvez venir avec vos enfants, Safia. Je sais que les débordements ne viendront pas des personnes qui viennent manifester. Ah, vous avez peur? Ça vient des fouteurs de merde. Bon, alors Safia, écoutez. C'est ça qui est triste. Nadir Kaya ici présent fait partie de ceux qui ont fait appel et appelé de tous ses vœux à ce rassemblement. C'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. Qu'on s'entende bien, d'accord. Et ça va être place de la Nation. Alors Nadir, je sais pas si tu peux rassurer Safia parce que. Non, mais après je comprends parce que les enfants en bas âge, je sais que c'est particulier. Il faut une attention toute particulière. Oui, toi t'en as une tribu en plus. Ouais, tout à fait. Donc non, le minimum qu'on peut faire par rapport. C'est que 3. Hein. Non, Nadir, je parle de Nadir. Non, Nadir c'est moi. Lui, il a une équipe de foot à lui tout seul. Vous inquiétez pas. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Non, juste pour dire que la première chose qu'on peut faire si on est vraiment intéressé par ce qui se passe en France et le fait qu'on soit révolté de cette stigmatisation permanente de la communauté musulmane, c'est de relayer l'information. C'est vraiment des citoyens lambda qui sont à l'origine de ça. On a prévu un groupe de sécurité qui sont spécialisés en sécurité. On appelle à un rassemblement pacifique. On est là dans une très bonne intention. On veut peser sur le débat politique, certes, mais on espère que tout se passe bien parce que les seuls messages qu'on a pu passer depuis 3-4 jours, c'est vraiment de créer un rapport de force pacifique, citoyen. On a invité les hommes et les femmes à venir, les enfants si possible. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne le souhaitent pas et qui véhiculent certains messages, mais moi je peux vous garantir que ceux qui sont à l'origine, notamment des différents collectifs citoyens, sont tous des gens qui ont la tête sur les épaules et qui souhaitent que ça se passe bien. Voilà. Donc nous on passe ce message principalement. Et si pour les gens qui ne peuvent pas venir, c'est surtout de relayer. Parce que la semaine prochaine, je crois que le RN et des identitaires font un rassemblement contre le voile. Et eux, je pense que eux, ils vont être nombreux. Donc si nous, on n'est pas capable de s'unir en tant que citoyens respectueux des uns et des autres, on va laisser la place à ces gens-là. Et il faudra pas pleurer parce qu'à un moment donné, ça va déborder. Bien sûr. Non, mais je comprends bien ce que vous dites. Safia. Après, c'est sûr que ça sera dit, le message sera passé. Il y a aucun c'est gentil, problème. merci beaucoup. Merci en tout cas, on compte sur vous, Safia. Moi, je veux vous voir dimanche. Je peux essayer de faire garder mes enfants. Je voulais dire une dernière chose. Oui. C'est qu'il y a des gens en fait, on a beau dire qu'il y a des gens qui tuent au nom de l'islam. Donc l'islam est la religion
Donc l'islam en arabe, c'est la paix, hein. On est d'accord, hein. Oui, absolument, oui. D'accord. Mais il y a aussi des gens qui sont formés en France. Je pense à la tuerie de Nouvelle-Zélande, qui a été inspirée en France et formée en France pour tuer 50 personnes dans les mosquées. Et ça, on l'oublie. Non, on l'oublie pas, pas ici en tout cas. Merci beaucoup, Safia. Merci, à dimanche. Safia, à dimanche. Je veux vous voir, moi, hein. D'accord? Moi, j'y serai, vous allez voir. On me reconnaît facilement. Avant d'accueillir notre invité qui est arrivé et qui va s'installer tranquillement, Sabre Bougrine, pour nous parler du TNTT. Monji de Marseille. Salut, Monji. Salut, Christophe. Salut à tout le monde. Salut, Nadir, et la Trani genre, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, du coup. Ouais, je vois ça. Abdeslam Itache. Abdeslam, enchanté, voilà. Puis Audrey sont mauvais. Moi, je suis près de Paris, d'ailleurs, à la coordination contre le racisme et l'islamophobie. On a lancé le mouvement pour aller occuper plutôt les lieux publics, c'est-à-dire moi personnellement à Marseille, ce sera le 25 devant l'exposition académique. J'aurais aimé, d'ailleurs j'ai contacté Nadir par Messenger, bon, il m'a pas répondu. J'aurais aimé que le mouvement ils sont devant le ministère parce que quand les agriculteurs ont un problème devant le ministère, nous on va dans l'espace public, c'est très bien, mais je pense que le problème, les propos de Blanquer le poussaient à aller demander la démission de Blanquer parce que... Très bien, très bonne réflexion, Monji, voilà. Très bonne réflexion. Nadir, oui. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Par rapport au fait éventuellement de faire un rassemblement. Quand les agriculteurs ont un problème, ils vont devant le ministère. Nous, on a un problème avec Blanquer et d'autres, hein, évidemment. Alors, on va pas devant le ministère de l'Éducation nationale, on préfère les places de la nation. Pourquoi? Alors, nation parce que c'est symbolique, mais il faut savoir que dans toute la France, on souhaite tous se rassembler. Mais pour coordonner toutes ces personnes-là, c'est pas évident, notamment en une semaine, voire 10 jours. D'accord? Donc ça fait des années que la plupart d'entre nous, on rêve quelque part de se mobiliser les uns les autres pour créer ce rapport de force. Mais là, comme ça, dans un temps qui est très court, rassembler les uns les autres, c'est pratiquement impossible. Donc là, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Si vous permettez deux petites secondes, parce que exactement, nous, on a fait un appel qui appelait Mobilisez-vous. Dès qu'il y a eu ce problème-là, parce qu'on savait que là allait venir, je suis à la coordination contre le racisme et l'islamophobie, on travaille depuis longtemps sur la question. Mais franchement, ça c'est un peu beauté en touche, excusez-moi de vous le dire clairement, parce que organiser un événement dans une place publique ou faire une demande pour aller devant le ministère, c'est exactement, ça demande exactement le même effort. Voilà, moi j'aurais pu demander d'aller devant le Vieux-Port, j'ai demandé d'aller devant l'inspection académique. Je peux me permettre, si je peux moi pour moi c'est regrettable. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, si je peux me permettre, beauté en touche, c'est pas mon genre. Pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez frontal et direct. Par contre, je te dis ça tout simplement en connaissance de cause parce que je fais partie de ceux qui essayent d'organiser les choses et je peux te garantir que c'est très difficile de nous unir parce qu'il y a beaucoup de divergences. Certes, il y a des convergences, mais il y a énormément de divergences dans les quartiers populaires. Oui, comme partout. Alors, je l'entends pas, mais... Vas-y, Nadir, vas-y. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà une première mobilisation. Il va y en avoir aussi en province. Je sais qu'il y en a à Lyon, à Lille, à Marseille, Toulouse, Montpellier. Donc déjà, si on arrive à montrer symboliquement qu'il y a des millions de Français qui se mobilisent le même jour pour dire la même chose, c'est déjà très fort. Tu veux que je te dise le problème qu'il y a, Nadir, Monji? Vous voulez que je vous dise le problème qu'il y a, moi je suis loin, je peux le dire tranquillement. Hein. C'est chacun essaye de tirer la corde à son truc. Exactement. Voilà. Exactement. Non, mais t'es pas épargné, mon Monji. Hein. Il faut dire les choses, mais je suis pas épargné. Mais je vais pas épargner, mais moi je dis clairement les choses. Moi, j'ai aucun souci là-dessus, j'ai aucun ego. Je veux dire, je m'en fous. Moi, la crise, c'est pas mon gagne-pain. J'ai un travail, alhamdoulilah. Je m'en fous complètement. Moi, je dis clairement qu'en fait, quand on se bat pour être l'interlocuteur du maître. Ah ouais. Chacun il veut enfoncer l'autre pour être l'interlocuteur du maître. Bah, en tout cas, voilà, il y a un mec qui s'appelle Nadir Kaya qui essaye de faire les efforts, qui essaye de rassembler tout le monde. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Non, mais on est beaucoup, mais on va y arriver. Monji, on va y arriver. Il y a pas de mystère. Monji, on va y arriver si on met nos égos de côté. Si franchement, on est capable de pouvoir s'unir. Moi, je veux dire, je vais être vendredi, je vais être dimanche au Vieux-Port. Si l'appel se tient, parce qu'apparemment il y a la rame entre temps. Voilà. D'accord. Bon, bah merci beaucoup, Monji. En tout cas, 25 à Marseille et dimanche au Vieux-Port s'il y a un appel dans ce sens. Évidemment. Merci, Monji de Marseille. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas. À force de se prendre des gifles, on va finir par y arriver, ça c'est sûr.
On va parler d'autre chose parce qu'il y a aussi dimanche, mais il y a aussi samedi. Il se passe un truc absolument incroyable samedi, organisé par un think tank qui s'appelle TNTT. Pour nous en parler, Monsieur le Président qui est avec nous, Sabre Brouguine, bonjour. Bonjour, salam. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer parce que l'année dernière, c'était une partie de votre équipe qui était venue parler de votre événement. Là, cette année, vous nous faites l'honneur de vous déplacer. Ça, je tenais à le saluer quand même, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce qu'un think tank pour ceux qui ne savent pas? Alors think tank, c'est déjà bonjour et merci de m'accueillir. Je suis ravi et honoré, surtout que c'est la première fois que je prends la parole en public pour parler de notre projet. Donc je vous remercie, je suis très honoré. Un think tank, c'est un peu entrer dans le vocabulaire commun. C'est si on prend la traduction littérale, c'est un cercle de réflexion. Tank, ça veut dire réservoir, donc c'est un réservoir d'idées, réservoir de pensées. Et donc c'est effectivement un cercle de réflexion sur les questions liées à l'islam et aux musulmans. Et voilà. Alors, vous organisez un événement ce samedi 26 octobre et en matière de réflexion, on va être servi, on va être garni puisqu'on va parler spiritualité, on va parler aussi écologie, on va parler mathématiques. Dites donc, tout ça, ça peut être lié. Oui, c'est lié à un thème, puisque effectivement à chaque fois que pour chaque événement il y a un thème général et global. Donc c'est un défi qu'on donne aux différents orateurs et oratrices. Cette année il y en aura 8 et chacun va pouvoir le traiter à sa manière, dans sa discipline. Et donc c'est ce défi-là de répondre à la question du nouveau monde. Est-ce que c'est pas un événement qui rassemble que les intellectuels et les autres se sont un peu non? Non, justement en fait c'est un exercice de vulgarisation, c'est-à-dire de rendre des concepts et des savoirs qui peuvent paraître compliqués accessibles au plus grand nombre. C'est absolument l'objectif de notre organisation qui initialement, pour le rappeler, est partie d'un constat qui est que la communauté musulmane avait un besoin de se doter d'espaces d'échange intelligents et efficaces dans lesquels ils pourraient s'exprimer et échanger. Donc on revient à cette idée fondamentale initiale et les M-Talks s'inscrivent totalement dedans. Abdeslam, je suis sûr que ça te parle ça. Écoute, l'invitation à la réflexion, je suis toujours preneur et voir justement un groupe de personnes qui justement invitent à cette réflexion et j'entends à l'ouverture justement vous n'êtes pas dans l'élitisme. Et l'idée c'est vraiment c'est important. Vous disiez vulgariser, moi je préférais dire démocratiser. Alors il faut pas comprendre vulgariser comme médiocriser. Oui, non, mais enfin dans les mots, dans la sémantique, je préfère je suis un homme de démocratie et démocratiser un petit peu ces événements et les rendre accessibles à tous, c'est une très très bonne idée et c'est une très bonne initiative moi à laquelle j'adhère. Mais quel est le but en fait, Monsieur Sabre Brouguine, en fait d'un TNTT comme le vôtre, d'un think tank pardon qui s'appelle TNTT comme le vôtre? Est-ce qu'il y a quelque part aussi une envie d'influencer ou de faire passer certains messages, de faire évoluer les mentalités? C'est quoi exactement, histoire qu'on comprenne bien? Un petit peu tout ça. Je le disais tout à l'heure. C'est une tchouka, quoi. Je peux le répéter parce que effectivement ça peut paraître compliqué, mais si on revient aux bases de la genèse de notre projet, c'était parti de deux constats. Le premier, c'était, j'en parlais tout à l'heure, de ces espaces d'échange, et de cette volonté de la communauté de pouvoir s'exprimer et de pouvoir entendre tous les points de vue, toutes les sensibilités. Et le deuxième, c'est aussi le cœur d'un think tank, c'est de faire de la production intellectuelle et une production intellectuelle qui soit d'une part indépendante et d'autre part qui soit référentielle spirituelle, ce qui n'existait pas, ce qui n'existe toujours pas, et c'est ce qu'on essaye de développer depuis maintenant plus de 5 ans. Donc on essaie d'aborder des sujets, par exemple je prends l'écologie, les mathématiques, mais d'un point de vue spirituel. Pas nécessairement en fait. Si je devais répondre de manière personnelle à cette question, je dirais que tous les thèmes et tous les savoirs d'une manière ou d'une autre sont reliés à la dimension spirituelle. Et si nous avons proposé le thème de cette année qui est Nouveau Monde, c'est bien parce que nous sommes conscients des crises, des différentes crises que l'on vit actuellement, les crises politiques, les crises écologiques, les crises sociales, et que la réponse que nous aimerions apporter, c'est de réfléchir à comment intégrer et comment développer notre spiritualité dans des modes de pensée aujourd'hui qui sont profondément rationalistes. Alors, ça se passera un samedi, 26 octobre. C'est ouvert à tout le monde, hein? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui le souhaitent. Oui. Ça se passe où? Comment? À la BNF, la Bibliothèque nationale de France, comme l'année dernière, qui magnifique. nous accueille encore une fois cette année. On est très contents parce que c'est une très belle salle. Au-delà de l'aspect prestigieux, etc., c'est pas vraiment notre philosophie. C'est surtout le symbole que représente cette bibliothèque, qui est un lieu de savoir, et donc qui est totalement adapté et compatible avec notre événement. J'en profite pour saluer Fatima Wassak, qui fait partie aussi de votre think tank, hein. Oui, absolument. Voilà. Qui est une des têtes pensantes de ce think tank. Audrey,
Oui. Monsieur Sabre est avec toi, Monsieur Sabre Green. Une petite question peut-être par rapport au think tank, et par rapport au TNTT, par rapport à ce qu'il propose. Ça m'a l'air très intéressant et moi j'invite toutes celles et tous ceux qui sont d'ailleurs curieux de par nature de vous rendre ce samedi dans un bel endroit, un lieu mythique de Paris, qu'est la bibliothèque, la bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque François Mitterrand. François Mitterrand, nationale de France. C'est ça, c'est un très beau lieu, en plus très bel endroit, pour aller partager une après-midi de réflexion. Voilà. Audrey. Tout à l'heure, vous disiez que vous cherchiez à vulgariser les choses, à démocratiser les choses, comme l'a repris Abdel Salem. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ou même argument pour convaincre les gens à venir, parce que effectivement ce genre de réunion, de réflexion, pour certains, j'imagine qu'ils se disent que c'est pas réservé pour eux, et puis c'est surtout pas une démarche qui se fait régulièrement. Donc quel argument vous pourriez leur donner en fin de compte pour les convaincre? Oui, alors c'est parfois bien triste en fait de constater que on doit démontrer que le savoir est quelque chose d'important. Le savoir est une arme. Que le savoir est une arme. Exact. Et que c'est bon. Donc j'accepte l'exercice et j'y vais. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans les crises que l'on vit, il est absolument nécessaire de se renforcer intellectuellement et spirituellement pour pouvoir les affronter. Donc c'est l'objet même de cette édition, le thème de cette édition qui est Nouveau Monde, c'est qu'on constate que nous sommes dans un monde en pleine transformation, en pleine mutation, et que nous devons réfléchir et repenser nos modes d'existence, nos modes de vie et nos modes de pensée. Donc on ne peut pas le faire seul, ce n'est pas un travail qui est donné qu'aux intellectuels. Ils ont leur responsabilité et c'est aussi l'objectif du TMTT lorsqu'on va essayer de convaincre des intervenants de venir participer à ce type d'événement. On les rappelle à leur responsabilité d'intellectuels, qui n'est pas simplement de se parler à eux-mêmes dans un entre-soi, mais aussi de parler à ce qu'ils considèrent être la masse, c'est-à-dire la majorité. Leur parler, ça veut dire leur expliquer, ça veut dire avoir la pédagogie nécessaire pour leur faire transmettre ce savoir-là et cette spiritualité-là. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est aussi de convaincre les gens de cette nécessité-là et que eux-mêmes soient convaincus de ce type d'événement et ce type d'activité en général qu'on développe au TMTT. Ça dure toute la journée? C'est une après-midi. Une après-midi. De 12h30 à 18h30. Alors, il y a 1h30 au début de cocktail déjeunatoire. Ouais. Ah oui, faut bien se restaurer avant de réfléchir. Donc il y a la restauration, mais aussi la possibilité d'aller à la rencontre des membres de notre think tank, aller à la rencontre de deux associations aussi qu'on a invitées cette année, qui sont Sandouk Al-Taleb et l'Institut Églantine. Ah, très bien. Qui sont les Églantines qui font des Corans en braille pour les personnes non-voyantes. Alors qui accompagnent plus généralement des personnes en situation de handicap, mais qui en l'occurrence font aussi des Corans en braille. Et puis on a aussi un photographe qui va venir exposer, donc c'est aussi l'occasion d'aller voir cette exposition avant d'entrer dans l'auditorium et de commencer les 8 conférences avec un intermède musical entre les conférences. Ah, on écoute quoi au think tank TNTT comme musique? Nous ne sommes pas orientés. Donc c'est de la même manière qu'on essaie de développer. On n'écoute pas du hard rock, je suppose. Hein. Non, pas nécessairement. Non, c'est pas. C'est un choix qui est purement subjectif lorsqu'on choisit un artiste qui a vocation à divertir et à permettre que cet après-midi se passe dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, que fait le TNTT le reste de l'année en dehors de cet événement? Alors, on a été connu principalement pour nos événements, en particulier les événements réguliers qu'on fait, donc des cafés débats, des cafés philosophiques, des veillées spirituelles, des veillées littéraires. Donc ça, c'est le principal de notre activité événementielle. Après, on a évidemment les événements ponctuels comme les talks qui interviennent une fois par an. Et puis nous avons nos groupes de travail, comme je le disais, l'activité think tank, qui réunit un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, qui réfléchissent à ces sujets-là liés à l'islam et aux musulmans pour produire des études qui seront ensuite publiées au plus grand nombre. Bon, j'espère que mes amis sont convaincus. Moi, je le suis en tout cas. Samedi prochain, 26 octobre, du côté de la bibliothèque François Mitterrand, à partir de 12h30. À partir de 12h30 jusqu'à 18h30. Ensuite, effectivement, à la fin, le public pourra échanger avec les speakers, les orateurs. Ça, c'est très important. Donc, c'est complètement. Vous allez intervenir, vous, je suppose? Non, moi, j'interviens
n'interviens jamais. Ah, jamais. Jamais. Oui, vous êtes le président qui se met en retrait, c'est ça? Je laisse la place aux personnes qui ont quelque chose à dire. D'accord. Je suppose que Fatima Wassak prendra la parole. Non plus. Non plus. Mais elle sera là, elle sera présente. Ah bah oui. Mais elle a pris la parole l'année dernière. Elle avait fait un. Comment un Fatima talk. se rend dans un endroit sans prendre la parole? C'est possible. Ah mais si vous saviez, Fatima fait beaucoup de choses. Ah bah je sais. Dans l'ombre, elle ne fait pas que prendre la parole. Je sais très bien. En tout cas, on invite nos auditeurs. Moi, je suis sûr que ça parle à mes amis Audrey, Nadir et Abdeslam ce type de rendez-vous, et j'espère en tout cas que ça parlera aussi au plus grand nombre, au grand public, parce que on réagit, Monsieur Green, dans l'émotion. On est dans la passion, dans l'émotion aujourd'hui, en ces temps quelque peu difficiles, on peut le dire. Oui. On parlait il y a quelques instants avant votre arrivée de ce rassemblement que quelques personnes issues de cette communauté organisent Place de la Nation pour dénoncer ce climat islamophobe, ce climat raciste, ce climat délétère que nous déplorons tous. Vous en serez d'ailleurs dimanche à la Place de la Nation? Probablement pas. C'est par manque de... c'est que ce type d'événement qu'on organise s'organise sur plusieurs jours avant et sur plusieurs jours après. Ah d'accord. Oui non. C'est pour ça que j'ai eu un petit blanc. Je me suis dit pourquoi et pas d'accord avec ça. Non. C'est par rapport simplement à un problème. C'est pas un positionnement du tout. Sinon j'y serais. En plus j'habite à côté de la Nation, donc c'est pas du tout. Et dans mon activité associative, j'ai une activité aussi militante de ce point de vue-là, voilà, au-delà du TMTT. Mais en l'occurrence, le dimanche là, on sera dans le démontage du décor, pour être plus précis. Ah oui, d'accord. Forcément, ça prend du temps. Ça prend du temps, évidemment. Vous soutenez l'initiative quand même? Oui, bien sûr, oui, évidemment. Oui. Quand ça émerge effectivement et que cette communauté, à force de se prendre des coups, s'organise, c'est quand même bien vu, non? Oui, évidemment. Faire société, faire corps, c'est ça. C'est être présent à tous les niveaux. Au niveau militant, au niveau intellectuel, au niveau artistique, à tous les niveaux. Ouais, effectivement. Donc samedi 26 octobre, Nadir, ça te parle ça, je suis sûr, hein? Bien sûr, moi je t'ai toujours dit que quand on parle de spiritualité, ça me parle parce que je sais que ça fait partie aussi de notre religion, l'islam, et qu'on a malheureusement beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cet aspect-là de la religion, et pour certains qui ont une doctrine qui va à l'encontre de ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a globalement une communauté qui est médiocre dans sa pratique et dans sa pensée. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui on est décrié, parce que certes on peut faire face à ceux qui montrent l'islam du doigt, mais on a aussi une autocritique à faire en tant que musulmans. C'est aussi notre devoir. On a laissé beaucoup de choses se faire en France, et aujourd'hui on se plaint, mais on a aussi notre part de responsabilité. Et la spiritualité dans l'islam, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est la réflexion, ça fait partie de notre religion, de chercher à connaître, à savoir, et quand on allie tout ça, on est censé être quelque part un référent dans le milieu dans lequel on vit. Quel que soit l'endroit où on est. Donc l'islam, les musulmans ne sont pas incompatibles avec la laïcité, ils sont incompatibles avec aucun pays. Bien sûr, ils sont incompatibles avec l'injustice, avec les inégalités, parce que notre religion nous incite à être juste, à être bon, à faire du bien autour de nous et à combattre ce qui ne l'est pas. Voilà, vous pourriez inviter Nadir Kaya, hein, ça, vous voyez, il a tout son mot à dire. Dans un instant, on fait un petit rappel avant de vous laisser partir, et de vous souhaiter évidemment bonne chance pour l'organisation de cet événement ce samedi 26 octobre. Je me permets une petite réflexion pourrie. Je sais que, pardonnez-moi par avance, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Ça. Bah oui, non mais d'accord, mais voilà. Même ça, il y a des opinions que le grand public aborde sans comprendre ce que c'est que la franc-maçonnerie. Oui, d'accord, ok. Bon, très bien, mais ça reste un je voulais la placer celle-là. Et d'influence. Bon, ne bougez pas, on se fait la pub et on est de retour très vite. Merci. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Nadir Kaya, avec Abdeslamita Chaudray Pronosti et Sabre Bougrine, qui est le président de TNTT, qui organise un événement ce samedi 26 octobre. Et on va, comme l'année dernière d'ailleurs, on va parler lors de cette journée à des tables rondes, des centres de réflexion sur plusieurs sujets: spiritualité, sciences, politique, mathématiques, écologie, etc. Donc ça va être très riche. Ça va durer toute l'après-midi à la bibliothèque François Mitterrand ce samedi à Paris. Beaucoup de monde sont attendus et vous pouvez en être si vous le souhaitez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On rappelle donc toutes les informations utiles. Il y a peut-être des réseaux sociaux, un site Sabre où on peut se rapprocher peut-être pour avoir de plus amples informations. Notre site internet tmtt.org, il y a toutes les informations dessus, l'accès à la billetterie et évidemment les réseaux sociaux. Ça coûte Facebook. Combien, Sabre? Alors le tarif est à 50 € et il y a un tarif étudiant à 35. Il reste juste quelques places. Et voilà, c'est bien que vous me posez la question parce que c'est important aussi de pouvoir justifier un tarif qui n'est pas négligeable. Oui, ça c'est assez conséquent. Oui, il vient justifier les coûts assez monstrueux. On est assez exigeant
sur la qualité de ce que l'on veut produire. Donc on sait qu'on a de la qualité au niveau du contenu des différentes interventions, et on a comme mission aussi de permettre à ce que les intervenants puissent s'exprimer dans les meilleures conditions et que le public puisse recevoir ce savoir-là et être touché de la meilleure façon qui soit. Donc on est extrêmement exigeant et sur le décor et sur l'organisation et sur le lieu que nous choisissons. Et de fait, c'est un coût. Bah oui, forcément, là, je suppose que la location de la bibliothèque François Mitterrand, c'est pas un petit budget, quoi. Non, ni la location, ni toute la prestation technique qui nous permet ensuite de faire les vidéos que vous connaissez de très haute qualité. Absolument. Donc ce samedi 26 octobre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, vous voulez passer une après-midi de savoir. Rendez-vous avec le TNTT. Oui, juste par rapport à ma réflexion, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, évidemment. Non. Je répète, non. Voilà, d'accord. Non, mais qu'on se le dise, même si ça peut, parce que la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est également des centres de réflexion. Des influences. Des influenceurs, voilà. Oui, des influenceurs. À l'époque, c'était de la réflexion. Oui, voilà, ce sont des gens qui se réunissent autour de et qui débattent de sujets de société un petit peu entre une certaine élite, on va dire. Tu sais, ceux qui se plaignent de la franc-maçonnerie, bon, je connais pas du tout, j'ai une vision très, très lointaine, je les invite à créer leur propre cercle de réflexion et éventuellement d'influence. Que de se plaindre des autres. C'est ce que vous voulez être, Sab Bogrine? Ce qui pose problème avec la maçonnerie, au-delà ce n'est pas réellement le fait que des personnes se réunissent pour pouvoir réfléchir, c'est surtout tout l'aspect influence et influence occulte qu'il peut y avoir sur les dirigeants et sur en politique. Et donc nous comparer à ça, c'est assez drôle puisque non, on compare pas. Moi, c'est parce que c'est des messages qu'on peut potentiellement recevoir même nous par mail ou sur les réseaux sociaux. Mais c'est marrant puisque nous sommes une organisation musulmane et donc nous avons parmi nous des personnes qui appartiennent à une minorité dominée. Donc essayer de comparer ça à de la franc-maçonnerie, c'est assez cocasse. Mais non, c'est pas notre objectif. C'est pas votre objectif. On a bien compris. Et pour vous le prouver, rendez-vous ce samedi 26 octobre à la bibliothèque François Mitterrand, parce que voilà, il y a les faits et les faits sont têtus et ils vous offriront sans nul doute. Voilà, je peux vous recommander sans problème d'y aller. Vraiment, c'est un bel événement avec de belles personnes intelligentes, voilà, qui ont envie de faire de cet après-midi de samedi une après-midi de savoir, un événement effectivement autour duquel vous pourrez réfléchir et ça fait du bien en ces temps. Et rencontrer aussi, absolument, absolument. Sabre Bogrine, merci beaucoup d'être venu sur France Maghreb 2 et bonne chance pour cet événement. Bon, j'en suis sûr qu'avec tout ce personnel que vous avez autour de vous, très efficace, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns l'année dernière. Ça va bien se passer en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Vous êtes chez vous à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabre. À bientôt. Voilà. Voilà pour cet événement à ne pas louper, messieurs dames. Ça se passe ce samedi. Tiens, j'en profite en attendant que notre ami Audrey Pronesti se prépare pour son avis tranché avant que nous passions au zapping. Alors là, on va passer à tout à fait autre chose. Puisque dans le zapping, nous avons du Bellatar, nous avons du Bernard-Henri Lévy, du Zemmour, du Emmanuel Macron et du Pascal Praud. Autant dire que tout ça, ça met en appétit. Que mercredi prochain, on recevra, je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Ouria les yeux verts. Est-ce que quelqu'un connaît Ouria les yeux verts? Mais si, ça me dit quelque chose. Mais oui, mais un cartonne sur les réseaux sociaux. Mais Ouria les yeux verts. Voilà, elle sera avec nous mercredi. Donc on va se marrer un peu. Ça va changer. Ah, ça fait du bien. Comme quoi. Et puis mardi prochain, je tiens à vous l'annoncer tout de suite, on recevra Bernadette Sauvager, journaliste à Libération, qui a fait un livre sur l'affaire Tariq Ramadan. Et France Maghreb 2, et en particulier le Grand Forum, n'est pas là pour prendre position dans cette affaire, mais donner la parole à tous ceux qui ont envie d'apprendre et tous ceux qui ont des éléments à donner. Tariq Ramadan a pu s'exprimer sur cette antenne. Ses détracteurs pourront le faire à l'image de Bernadette Sauvager mardi prochain entre 16h et 18h. Voilà. Et puis il y a quelques rendez-vous aussi à venir. Il y a le président de Petites et Moyennes Entreprises qui va venir de Seine-Saint-Denis le 4 novembre. Le maire de Clichy, pas encore officiellement pré-rendez-vous, mais c'est en cours en tout cas. Et voilà, de beaux invités qui vont venir se succéder dans cette émission, le Grand Forum. On est prêt du côté de chez Madame Pronesti ou pas? Bah moi je suis prête, mais a priori je compte sur mon... Est-ce que Monsieur Abdeslam est prêt? Mon acolyte Abdeslam. Bon, bah c'est formidable. Alors c'est parti, j'enclenche le jingle, c'est parti pour l'avis tranché de Audrey Pronesti.
Et le titre de cet avis tranché, il y a ceux qui disent oui et il y a ceux qui disent non. Je vous parle d'un monde qui tourne tellement vite qu'il s'enivre de superficialité, parasite la réalité, la course à l'info, l'intox devient reine, fake news et buzz rentrent dans l'arène. Cette arène où les matadors jouent de leur pouvoir, bien sûr, quelques gouttes de sang ne pourraient les émouvoir. La règle est simple, dommages collatéraux ou pas, tout ce qui compte est d'éviter le mea culpa. Alors oui, clairement, on ne peut pas le nier, on en est là, le constat est là. Alors il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Par contre, ceux qui disent oui connaissent la chanson. Oui, parce que ceux qui disent non se remettent en question, mais ceux qui disent oui sont pour l'interdiction. Enfin, ceux qui disent non appellent clairement à la raison et ceux qui disent oui restent sur leur position. D'une force organisée, le message de haine se déverse sans peine, dégaine de façon certaine. Alors, déterminé, envahi dans les esprits, petit à petit, la norme indiscutable d'un délit s'installe et défie les institutions déjà clairement établies. Dans un pays où les droits sont fondamentalement garantis, un puits sans fond d'opposition masque cette grande supercherie. Tant de diversité, d'immensité, pourquoi ne pas vivre ensemble en toute sérénité? Cela n'apporte rien à ceux qui cherchent la division, une division pour mieux régner sans permission. Alors il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Par contre, ceux qui disent oui connaissent la chanson. Oui, parce que ceux qui disent non se remettent en question, mais ceux qui disent oui sont pour l'interdiction. Enfin, ceux qui disent non appellent à la raison et ceux qui disent oui restent sur leur position. Alors, si nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes, regarder et s'ouvrir aux autres sans stratagème, notre avenir, nos lendemains prendront un chemin indésirable pour le bien commun. Magnifique Audrey, magnifique, bravo. Ah, je suis très fier de toi là Audrey, franchement. Bah merci. Ah non mais vraiment, voilà, sans bavure, hein. Nickel, hein, les gars. Franchement, très bien. Non, mais franchement, sans hésitation, et c'est pas facile, hein, vous savez, quand vous êtes en direct comme ça. On a répété tout à l'heure, mais je me suis dit, on n'est pas à l'abri d'un mot qu'il faut. Et surtout quand on est en rythme sur une musique, c'est encore plus difficile comme exercice parce que il suffit qu'on fourche et on perd le rythme. Et là, elle nous a été parfaite. Bravo Audrey. Voilà. Bon, merci, c'est cool. Si t'as pas gagné le quiz, t'as au moins gagné la reconnaissance du patron de l'UNGF. J'ai bien envie de gagner le quiz quand même. Ça va être autre chose. Bon. Wow. Si, c'est faisable. Rendez-vous tout à l'heure. Mohamed Eslam, c'est bon, c'est dans la boîte? Ouais, is in the box. Bon, parfait. Super. Parfait. Alors, on va passer maintenant au zapping, messieurs, dames. Un zapping bien garni, écoutez. Hop. Non, ça c'est bon. Ok, on y va, c'est parti. Jingle, zapping. Rien ne va plus dans cette émission, ça devient du n'importe quoi, on y va. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre étalon. Alors, dans le zapping, je le disais, un casting bien garni que vous allez pouvoir commenter avec nous. On va commencer ce zapping, messieurs, dames, par Yacine Bellatar, qui est invité de RFI, menace et s'en prend à Blanquer hier. Enfin, je sais pas si c'est des menaces, mais en tout cas, ça y ressemble. Écoutez. Ce qui est triste, c'est qu'on a un ministre de l'Éducation nationale qui n'est même pas éduqué. Donc voilà. A priori, moi, je lui demanderais plus de s'occuper de la situation précaire de beaucoup de professeurs, puisqu'il y en a même des directeurs qui s'immolent. Je pense à cette directrice qui s'est immolée dans le 93 dans une école, que de savoir si une femme voilée peut accompagner une sortie ou pas. Donc voilà, Jean-Michel Blanquer, j'en pense pas le plus grand bien. Je trouve que c'est... En plus, techniquement, c'est plutôt un ministre qui connaît bien son sujet, mais j'aimerais savoir de quel droit maintenant il rentre sur des notions de vivre ensemble. Moi, si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93, puisque il vient même de là-bas, il a travaillé là-bas. Mais puisqu'il insulte toute une frange de professeurs qui déjà, les pauvres... ont peu de moyens, font en sorte de travailler sur le vivre ensemble dans des lycées précaires ou des collèges précaires. Comment aujourd'hui on peut annoncer à des mères voilées qu'elles ne sont pas les bienvenues sur le territoire français? Vous voulez dire qu'il est en danger s'il va en Seine-Saint-Denis? Non, je dis pas ça non plus, j'ai déjà assez de problèmes comme ça.
Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas être seulement le ministre de l'Éducation nationale du lycée Henri IV. Il y a des collèges aujourd'hui qui méritent un certain traitement. Menace ou pas, Yacine Bellatar, là? On va peut-être pas aller jusque-là, quand même. Mais est-ce que c'est de bonne augure de parler comme ça? De dire à un ministre, je t'invite à ne pas te rendre dans le 93, sinon, entre guillemets, tu laisses entendre qu'il va avoir des problèmes. C'est peut-être maladroit. Mais de là à dire que c'est une menace, là je pense que faut peut-être pas non plus en rajouter. On est déjà dans un climat assez tendu. Alors si en plus on c'est maladroit. Oui, c'est certes maladroit parce que ça peut être justement interprété comme tu viens de le souligner. Bien évidemment, on est dans un climat tendu, donc maintenant il faut faire super attention à ce qu'on dit. Maintenant, quand on est un ministre, quel que soit le ministère qu'on représente, on a un devoir de réserve et on doit gouverner son ministère de façon la plus neutre possible. Maintenant, voilà. Après, lui, Yacine Bellatar, ça reste un humoriste. Il l'a toujours dit. Je prends pas sa défense, mais c'est pas un politique, faut le rappeler, c'est pas un journaliste, chacun a son rôle, chacun a son positionnement, donc du coup il se permet des libertés qu'il assume visiblement, mais après de là à considérer que c'est une menace, en tout cas je l'ai pas franchement perçu comme ça. Qu'en pensent mes copains? Non, pour ma part, moi, je fais le comparatif avec quand même le ministre Blanquer qui a tenu des propos vraiment violents. Lui a tenu des propos violents, pas simplement sur le 93, mais sur toute la communauté musulmane. C'est pas sa première sortie. Lui, par contre, c'est pire que des menaces, ce qu'il a pu dire, en excluant les femmes voilées, en disant quelque part qu'ils ont rien à faire ici. Donc ça, c'est violent. Après que Bellatar ait dit comme ça, je pense, comme dit Audrey, maladroitement, qu'ils viennent pas là-bas. C'est maladroit de dire. Mais bien sûr que c'est maladroit, mais bon, on peut le comprendre aussi. C'est une personne qui est menacée, insultée régulièrement. Pour l'avoir fréquenté un tout petit peu ces derniers temps, j'ai pu comprendre la pression qu'il pouvait avoir à son simple niveau. Il est ce qu'il est. Donc voilà. Après, c'est maladroit. Mais les politiques sont encore plus maladroits. Mais le pire là-dedans, c'est qu'eux, ils ont des responsabilités vis-à-vis des Français, des millions de Français qui sont dans la souffrance. Bellatar, il porte que son nom. Il porte pas un ministère, des objectifs et une responsabilité qui est celle de tout le gouvernement via la réalité des Français. Notamment, je parlerai aussi des gilets jaunes. Faut pas les oublier. Il y a quand même encore des gens qui manifestent depuis maintenant des semaines et des semaines. Il en reste. Moi, je n'ai encore croisé. Voilà, on a tout dit, on a tout démonté ce mouvement. Après, moi, j'étais là au début, mais j'ai très bien compris qu'il fallait à un moment donné se poser et faire des vraies choses. Là, c'est un peu compliqué, mais la réalité, c'est qu'en France, il y a quand même des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Je crois qu'il y a des millions et des millions de Français. Ça, c'est violent. Alors, quand un ministre comme lui tient des propos qu'il a fait sur les musulmans, voilà, moi, je préfère qu'on s'attarde sur lui et sa situation. Et maintenant, j'en suis même à être comme certains, à demander sa démission. Parce que là, c'est très grave. Bien sûr. Alors, Bellatar, comme j'ai dit, ce qu'il dit, ça ne regarde que lui. Franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, voilà, on revient à ce que je disais. En fait, chacun son rôle et la responsabilité. D'avoir l'avis d'Abdeslam, là, pour le coup. Alors, moi, je trouve assez maladroit de laisser supposer que un ministre indirectement, alors que s'il vient en Seine-Saint-Denis, il pourrait avoir des problèmes. Ça laisse entendre qu'il y a une violence. Il y a une violence en Seine-Saint-Denis, mais pas celle que l'on pense. Il y a une violence sociale avec des gens qui justement sont discriminés, discrimination à l'embauche, discrimination au logement. Lorsqu'ils sont demandeurs, ils se retrouvent toujours dans le même département, la Seine-Saint-Denis ou le Val d'Oise. Donc elle n'est pas elle est sociale, cette violence. Il faut l'entendre, mais donc c'est maladroit. Je l'aurais pas dit comme ça en tout cas. Ensuite sur les propos de Blanquer que je n'approuve pas du tout, que de dire justement que le voile n'a pas sa place dans la société. Le voile n'est pas souhaitable. N'est pas souhaitable. Oui, mais enfin, non, mais c'est pas la même chose. C'est scandaleux. Mais il dit que le voile n'a pas sa place dans la société. Mais lui, pour le coup, il est adroit dans sa formulation. Non, mais écoute, il peut être habile, mais c'est les choses franchement. Quand il dit ça, ça veut dire que les femmes musulmanes n'ont pas leur place. C'est clair. Elles ne sont pas souhaitables. Souhaitables, mais n'ont pas leur place. Donc ça fait, il est dans le jeu du Front National et de tous ces gens qui médiatiquement Castaner, depuis 10 ans Blanquer, s'acharnent sur les musulmans et notamment sur les pas les plus faibles, mais sur les femmes musulmanes. Donc mais c'est scandaleux. Mais que tu dis ça avec un autre mot, tu dis la kippa comme certains l'ont dit, mais le mec il pose sa démission le lendemain parce que le lobby juif lui est très actif.
Et on va pas contrairement à lui certains. d'ailleurs. Donc, comme je dis, il faut regarder ce qui fonctionne bien en France, pas critiquer. Oh, regarde les Juifs. Ça, c'est des débats stériles. Il y a des communautés aujourd'hui qui sont efficaces. Ouais. La communauté musulmane ne l'est pas. Après, il y a toutes sortes de diagnostics qu'on peut faire. Ouais, elle l'est pas, mais bon, pas encore. Ça ne saurait tarder. Oui, j'aspire à ça parce que je pense qu'elle peut apporter beaucoup à la France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de confession musulmane et qui sont des référents dans leur domaine. Et je pense que si on apaisait les débats et les discours, on pourrait faire travailler les uns et les autres au service de la France. On va, avant d'écouter Macron, avant d'écouter Pascal Praud, avant d'écouter Bernard-Olivier Zemmour, il y a Kamel qui nous appelle de Montreuil. Je sais qu'il a été très patient. Salut mon Kamel. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Audrey, bonjour Abdeslam. Bonsoir. Et voilà, non, élégant. vive le CC Constantine. Nadir, bravo les hommes, bravo pour ton initiative, chapeau. CC Constantine, c'est pas moi. On va dire bonjour. Oui, salut. L'homme au cigare cubain, ça sera moi. Ouais, t'inquiète. On est là, mon pote. Voilà, j'avais appelé pour remercier Sarah qui était passée sur CNews, mais il y avait trop d'attentes. Donc bravo, et continue. Et elle était remarquable. Oui, elle était avec nous lundi après-midi, elle était vraiment très fatiguée. J'ai essayé d'appeler pour la remercier, mais il y avait trop d'attentes au standard, donc j'ai pas pu. Et moi, je voulais dire par rapport à Yacine Bellatar, c'est pas un gars de banlieue. Il se prétend le haut-parleur des banlieues. Il n'a jamais vécu en banlieue. Il a vécu très jeune en banlieue et son père a déménagé en fait, parce son père ne voulait pas vivre. D'ailleurs, ça, on peut le retrouver. C'est pas un fantasme, c'est réel. Il l'a dit dans une interview, ça. Son père ne voulait pas se retrouver avec les gens de sa propre communauté. Il a préféré s'exiler dans une banlieue un peu plus huppée, en fait. Ouais. Yacine Bellatar n'a jamais été un homme de banlieue. C'est un fantasme. Il a le fantasme d'être le porte-parole des banlieues, mais personne n'est porte-parole chacun est porte-parole de lui-même. Que ça soit au niveau de sa confession ou de ses choix politiques, etc., etc. Voilà, Christophe. Merci, mon Kamel. C'est dit. Et vive le CSC. Et vive le PSG. Vive le PSG, hein. Allez, Constantine. Non, vive le CSC, Constantine, Christophe. Voilà. Et vive le Restart. Bah oui, CSC, c'est Constantine, c'est pour moi. Salut, vive le Restart, Christophe. Vive le Restart. Très bien, pas de problème, mon Kamel. Bon. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a mis une petite fessée aux Belges hier, 5-0. Voilà, pas de quoi être flatté. Sans être sans bavure. C'est une petite équipe. C'est une petite équipe. Non mais attends, t'es gentil toi, on est en Ligue des Champions, monsieur. Ouais, mais là... Bon tiens, Macron, la mauvaise foi. Ça va vous changer. Vous avez épargné du nous. Le président de la République, la question lui a été posée. Êtes-vous d'accord avec les propos de Jean-Michel Blanquer quant à ses déclarations? Le voile n'est pas souhaitable en France. Voici la réponse de Macron hier à Mayotte. J'ai dit, on a le droit de choisir les moments où on traite des débats et on les déplie. La priorité du moment, c'est de lutter contre la radicalisation et de renforcer notre politique de lutte contre ce qu'on appelle le communautarisme, qui est un séparatisme dans la République au nom d'une religion qui est pervertie de ses finalités. Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur à la fois l'islam, la laïcité, j'y reviendrai. Mais ça n'est pas au moment où nous lançons ces débats, où nous avons à les avancer, qu'on doit se replonger dans des débats qu'on a déjà visités des centaines de fois. Parce que le risque de cette coagulation, c'est de donner le sentiment à nombre de nos concitoyens qui n'ont rien à voir avec le communautarisme, qui sont dans une religion, parfois qui ont fait certains choix, mais qui sont citoyens français à part entière et avant tout, d'être stigmatisés. Je l'ai dit, on doit faire bloc contre le communautarisme et la radicalisation. Et donc sur ce sujet, je serai intraitable. Je pense qu'il ne faut pas que nous nous divisions. C'est des débats importants. Il faut les avoir, si je puis dire, sans que ça soit en réponse à une provocation d'un élu du Rassemblement national ou à l'humiliation de qui que ce soit. Et donc, mais j'y reviendrai de manière apaisée quand je considérais que c'est le bon moment, comme je l'ai fait sur l'immigration. On a parfois aussi tendance à confondre le débat sur la laïcité, qui a un cadre, celui de 1905, et la question de l'islam dans notre pays, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes choses. Mais je pense que ce qui est important sur ce sujet, c'est que notre pays ne se divise pas. Et pour réussir à se battre contre le communautarisme, contre aussi le phénomène de radicalisation que nous voyons, moi j'ai besoin de tous les citoyens français, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction philosophique ou politique. Et ce faire bloc que j'ai évoqué, c'est pour moi aujourd'hui l'essentiel. Je crois que c'est indispensable. Nous ne devons céder en rien à l'esprit de division. Je crois que c'est absolument indispensable dans la période que nous vivons. Convaincu par Macron, Nadir ? Non, pas du tout, parce qu'il emploie les mêmes termes que le Front National quand il dit il faut
combattre la radicalisation, d'accord. Moi, je fais partie de ceux qui l'invitons sur Twitter et par le biais de personnes qui sont proches de certains à un vrai débat. Donc, il ne répond pas comme Hollande en son temps n'avait pas voulu répondre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la situation n'avance pas. Et quand il emploie le fait de dire on va combattre le communautarisme, il parle des musulmans. Donc ça veut tout dire. C'est pour un président tenir des propos qui sont ceux du Front National, sans être dans le détail et c'est-à-dire la bonne sémantique. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un président qui réagit en fonction de ses influents près de lui et qui eux réagissent en fonction de l'opinion publique. Voilà, c'est un homme qui, en fin de compte, a peut-être une sincérité sur ses propos. Il y a des propos que j'ai pu entendre sur différents sujets qui me paraissaient intéressants. Mais quand je le vois réagir comme ça à l'actualité, c'est parce on lui a conseillé de réagir très rapidement parce qu'il sent la tension en France et notamment que les citoyens musulmans n'acceptent plus ce genre de propos. Mais il a continué dans sa rhétorique à avoir des propos qui étaient ceux du Front National. Et ça démontre quelque part qu'il est coincé entre sa sincérité, sa volonté de faire les choses et les lobbies qui sont proches de lui. Ouais. Audrey, vas-y, je t'en prie. Quand tu dis qu'il est parfois sincère ou pas, là quand il parle, parce qu'il a quand même dit clairement, alors après on le croit ou on le croit pas, mais il l'a dit clairement qu'il combattait la division. Donc ça, on peut pas le retirer. Ça veut rien dire. Oui, mais il aurait dit l'inverse qu'on lui aurait reproché. Donc là, pour le coup, certes, peut-être qu'il réagit par rapport à l'actualité, peut-être qu'il sent une certaine pression. Il combat le communautarisme. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai entendu différemment quand il dit on combat le communautarisme, c'est pour essayer de trouver un consensus. Peut-être que ce n'est pas sincère, mais il a quand même clairement dit qu'il combattait la division. Ouais. On est d'accord. Oui, mais ça, c'est des propos politiques. Quand il lance ce message, c'est d'une part, c'est pour satisfaire ceux qui sont proches de lui, mais aussi rassurer ceux qui sont dans le doute. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des échéances électorales. Moi, je suis pas un expert en politique, mais un président, quand il tient des propos, c'est pour deux types d'individus. Ses proches et ceux qui sont susceptibles de se rallier à lui. Abdeslam, rapidement. Non mais Nadir, j'entends dire c'est un politique qui emploie un langage politique. J'ai envie de dire normal. Non, parce qu'il dit que je suis le président de tous les Français. Les Français ne sont pas tous des politiques. On aimerait avoir la vocation à être président de tous les Français et on l'a dit tout à l'heure. Ça veut strictement rien dire. Nadir, lorsqu'il se déplace dans les DOM ou dans les TOM, il va s'adresser. TOM, ça n'existe plus. Hein. Ouais. C'est dépassé maintenant, c'est Waze. Chez les ultramarins. Enfin. Non, on est passé chez Waze, nous maintenant. Oui. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que les Français, où qu'ils soient, il est le président de tous ces Français. En termes de représentation, c'est tout. Mais pas que. Parce que je suis le président de la République. Alors que tu ne sois pas convaincu. Mais pourquoi vous attendez la fin de l'émission pour vous empoigner? Moi, tu parles de ça à la fin. Non, ça n'a rien à voir avec Abdel-Salem. Non, mais je sais. Le regard que j'ai, c'est qu'il y a des présidents qui, à un moment donné, tiennent des propos avant une campagne en disant qu'ils vont révolutionner les choses. Et quand on monde. Voilà, quand on voit ce qui se passe, en fin de compte, ils sont dépendants de ceux qui les ont mis en place. Voilà, et de l'opinion publique. Je lève les bras au ciel pour vous dire que c'est l'heure de la pub. Dans un instant, Abdeslam, tu nous liras un bout de la tribune. Je sais pas si elle est longue. Oui, non, 2 minutes. D'accord, à peine, oui. Et parce qu'il y a un quiz, hein. Je te l'apprends. Oui. Oui, dans un instant. Vous allez il savoir. veut garder sa place. À tout de suite sur France Maghreb 2. Il y échappera pas. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Avant le quiz sur France Maghreb 2 dans un instant et pour clôturer cette émission, la tribune qui a été co-signée par une centaine d'élus, cher Abdeslam, que tu souhaites nous faire partager. En fait, qui est publié aujourd'hui dans Mediapart, c'est ça? Dans Mediapart et le JDD. Très bien. Donc elle dit la cabale médiatique à travers la retransmission bienveillante, les propos les plus indignes à l'endroit des musulmans, ainsi que l'inconséquence des prises de position politiques au plus haut niveau de l'État, nous amène à dénoncer avec force, détermination les raccourcis périlleux vers lesquels notre pays est entraîné. Du ministre de l'Éducation nationale qui déclare par ces mots insensés vouloir signaler les petits garçons qui refusent de tenir la main des petites filles, au directeur adjoint du Figaro qui affirme à la télévision détester la religion musulmane. Il est de notre responsabilité d'alerter sur les risques que d'aucuns font peser sur la nation en stigmatisant à dessein plus de 6 millions de nos concitoyens. La quête des fameux signaux faibles jette désormais le trouble et le soupçon sur une foi qui n'aspire à rien, hormis le droit à la normalité. Nul ne peut prétendre combattre le terrorisme ou la radicalisation par l'humiliation, sauf à rechercher obstinément et furieusement l'effet inverse. À chaque menace qui plane sur le pays et à chaque terroriste, nos concitoyens de confession musulmane tremblent doublement. Pour la nation,
parce qu'ils sont concitoyens, et pour leur foi, parce qu'ils vivent instantanément la méfiance. L'initiative malheureuse, maladroite et pour le moins équivoque de l'université de Cergy, dans la recherche des signaux faibles, n'est là qu'un début. Le début d'un bruit sourd qui se répand comme la peste et qui n'a qu'un nom, délation. Nous voilà doucement, mais tout aussi sûrement, revenir vers les heures les plus sombres de notre histoire. Des jours sombres qui n'augurent rien de bon, hormis la défiance et la crispation. À trop pointer du doigt une communauté de croyants, à en faire une menace potentielle dès lors qu'elle porte une barbe ou un voile, l'on verse non plus dans une société de la vigilance, mais dans celle de la suspicion. À persister sur ce lexique, il est à redouter la naissance d'une forme de frustration chez la grande majorité des musulmans, qui perçoivent de plus en plus des positions stigmatisantes à leur endroit, comme la volonté manifeste de les soustraire à la nation. Il ne sera plus question de fracture sociale dans notre pays, mais bien d'une déchirure nationale. Dévoyer la laïcité au point de mettre à mal le besoin de fraternité, de refuser l'égalité et enfin d'entraver la liberté, voilà qui contribuera à démembrer la volonté de faire corps dans la République. À ce stade, les conséquences seront autrement plus inquiétantes. Un sursaut, c'est cela dont nous avons besoin. Et seuls nos concitoyens, dans un élan fraternel, en sont capables. Enfin, notre nation est une et indivisible. Le président de la République est garant de ce principe. Il est le garant de la Constitution, il est le garant de l'application de la loi. Il s'agit de sa responsabilité devant le peuple et devant l'histoire. Il est l'incarnation de l'unité. Nous attendons qu'il se lève et le clame à tous. Donc ça, c'est signé par combien d'élus? Par 100 élus, des députés européens, des sénateurs, des maires, des adjoints au maire. De toute couleur politique, hein. De tout courant politique. Très bien. Bon, bah c'est parfait. Hormis le Rassemblement National, bien sûr. Très bien. Bon, allez, mon Nadir Kaya, mon Abdeslam, ma Audrey. C'est l'heure de vous départager. L'octogone est installé. C'est parti. Sauf que vous êtes 3 sur l'octogone. Les questions ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 octobre, effectivement. J'ai envie de dire que le quiz est assez corsé aujourd'hui. Hein. Attention à celui qui répond avant la fin de la question. Je lui enlève 1 point. Faut bien attendre la fin. C'est parti. Je vous souhaite bonne chance. Première question. On y va. Quel obélisque est érigé place de la Concorde à Paris en 1836? Celui de la Concorde? Non, pas du tout. L'obélisque. L'obélisque. Oui, de. De Napoléon. Non. D'Égypte. Le nom. La question elle est posée bizarrement. Ouais. Comment ça elle est posée bizarrement? Quel obélisque est érigé place de la Concorde à Paris en 1836? Je sais pas. C'est Napoléon qui l'a ramené. Il s'appelle comment? L'obélisque de Paris? Non, du tout. De la Nation? Non, Luxor. Luxor. Ah oui, voilà. Oui. Vient de Luxor. Oui, mais la question serait qu'elle a été formulée. Non, arrêtez. Fallait juste dire comment s'appelle l'obélisque. D'où vient-elle? De la Concorde. Non. Vous êtes ignorant, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. D'accord. Pour cette partie-là. 1991, deuxième question. J'envoie la musique. 1991. Signature d'un accord de paix sur le Cambodge. Où a-t-il été signé? À Paris. À Paris est une bonne réponse. Là, ma question était claire ou il fallait peut-être... Elle est claire. Bon, merci. Premier point pour Aditache. Troisième question. Qui perd son mandat de député européen en 2000? Qui perd son mandat de député européen en 2000? Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen est une bonne réponse, monsieur Kaya. Bravo. J'ai dit, je me rappelle. Quatrième question. Quel pays d'Amérique du Sud lance avec succès sa première fusée dans l'espace en 2004? Le Mexique. Le Brésil. Non, le Brésil. Bonne réponse. Bon, on pouvait tous les faire. Hein, non, il fallait le savoir. C'était le Brésil. Tranquille, voilà. Cinquième question. 2-1 pour Abdeslam Itache. Cinquième question. Et j'ai une sixième au cas où s'il faut départager. Je cherche un éditeur de dictionnaire qui porte d'ailleurs son nom en 1817. Larousse, Abdeslam, bien joué. Non, mais là, moins 1 pour Audrey. Là, je suis fâché. Moins 1 pour Audrey. J'avais la réponse. Mais je dois reconnaître que je n'ai pas respecté la règle, donc je suis. Larousse, effectivement, né en 1817. Non, mais il mérite pas, je lui ai donné la Pierre de son prénom. Hein. Tiens, j'en ai une petite dernière pour la route. Allez, une petite dernière. Mais là, ça fait combien? On est à 2-1 pour Abdeslam. Non, 3-1. Pourquoi 3? 3, il vient de marquer un point. Je viens de lui donner la réponse. C'est Audrey qui
qu'il a dit. Non, elle l'a dit avant, parce que la règle, c'est la règle. J'ai attendu. Je cherche un footballeur brésilien, champion du monde en 1958, 62 et 70, né en 1940. Pelé. C'est une bonne réponse. Je l'ai dit avant. Non, tu l'as dit pendant la question. -1. Je l'ai dit je l'ai dit version inconnue. Tu m'enlèves 20 points. Oui, je t'enlève 20 points. Pourquoi? Certes, tu n'avais pas fini ta question. Voilà. Mais elle n'était pas non plus finie quand il a commencé à dire Pelé. Non, elle était finie. Ah bah si, j'ai attendu la fin. T'as vu, c'est favoritisme. J'ai attendu la fin. J'ai compris, c'est le casino. Je proteste. Je vous invite à écouter le podcast. Écoutez le podcast, vous pourrez le constater. Je proteste. Victoire sans appel de Abdel. Et c'était quoi son prénom à Pelé? Tiens. Je sais plus, brésilien, je sais Da plus. Silva, ouais. Quelque chose. Da Silva, quelque chose, voilà. Bon. Bah, Pelé, ça fait combien? 4-1? Ou 4-0 maintenant? Non, 4-0 et... Ah oui, tu m'as retiré le point. Non, c'est ma journée aujourd'hui. 4-0 et -1. Ah bah oui, moi, Nadir. Il faut attendre la fin de ma question. C'est vrai, tout à fait. Tout est -1. La rousse, -1. Ah non, bah je rêve. Moi, j'ai pas le point. Nadir, il a fait une bonne réponse. Il vient de la perdre avec le -1. Ah non. Dehors tout le monde, merci à tous les trois. Rendez-vous dimanche mon Nadir, on y sera, 27 octobre, on compte sur vous tous et vous tous, Naudray, Abdeslam, toute l'équipe y sera. Demain il y aura Mounia Feriachi, il y aura Yasser Louati et il y aura Khaled Semohand sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Et puis on va parler d'Algérie comme le voulait Méziane, notre auditeur, je sais plus qui c'est d'ailleurs tout à l'heure, qui nous disait oui il faut parler d'Algérie. On va en parler avec Sofiane Nagdari vendredi, avec Farid Tabsamani que tu connais Nadir, et avec aussi une charmante dame qu'on va accueillir qui s'appelle Yasmina et qui connaît bien son sujet quand on parle d'Algérie. Rendez-vous ce vendredi entre 16h et 18h. Bonne soirée, 18h03 grâce à vous, je suis en retard encore ce soir. 18h03, merci d'être avec nous et bonne soirée, rendez-vous demain, le rappel de l'actualité, le journal de Sophie Tarrance. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Le sud du pays sous les eaux, 7 départements sont en alerte orange à cause d'un épisode méditerranéen particulièrement intense. Et nous serons dans l'Hérault au début de ce journal près de Béziers où la situation rentre progressivement dans l'ordre. Aider ces millions de Français qui accompagnent un proche malade, c'est la volonté du gouvernement et qui a présenté aujourd'hui un plan ambitieux. L'Association française des aidants réagit sur notre antenne. Et puis le sport et la suite de la Ligue des Champions. 2 gros morceaux pour les Lions qui affrontent ce soir respectivement Valence et Lisbonne. Et ces intempéries d'abord autour de la Méditerranée. 7 départements restent en vigilance orange ce soir. Et les Alpes-Maritimes pour vagues submersion, le Gard, la Haute-Corse, le Vaucluse, le Var, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault pour orages et inondations. Et l'Hérault qui est particulièrement concerné avec de nombreux secteurs inondés autour de Béziers notamment, où il est tombé l'équivalent de 3 mois et demi de pluie en seulement quelques heures. Le préfet du département, Fabrice Witowski, a fait un point en milieu d'après-midi. On l'écoute. L'eau est en train de refluer, même si visuellement ça ne se voit pas encore, parce que la particularité des crues que nous subissons, c'est que c'est de l'eau de ruissellement, c'est que les rivières sont en train de monter. En chiffre bilanciel, plus de 1000 personnes ont été mises à l'abri. Ce sont des personnes qui avaient de l'eau chez elles ou étaient en transfert routier, et les sapeurs-pompiers présents ont procédé à cette mise à l'abri en lien avec les communes que je remercie et qui ont activé leurs plans communaux de sauvegarde. Donc elles accueillent les personnes et les mettent à l'abri. Et les sapeurs-pompiers ont procédé à plus de 130 sauvetages, donc des personnes qui étaient en difficulté soit chez elles, soit à l'extérieur, dont un peu plus de 20 télétreuillages réalisés par plus de 3 hélicoptères. Et la commune de Villeneuve-les-Béziers a été la plus touchée. Nadine, qui tient un camping au bord du canal du Midi, elle nous décrit la situation sur place. Là, on a eu orage sur orage. Depuis hier, ça a commencé hier soir. Et après toute la nuit, des trombes d'eau jusqu'à midi, quoi. Ça y est, c'est calmé, on espère. Mais bon, il y a l'eau là qui arrive, le canal du Midi qui déborde. On a vu les hélicoptères, la sécurité civile, enfin voilà, les pompiers, on entendait. Et on est un petit peu inquiets, nous, on a un camping. Bon, le camping est fermé, donc le camping est un petit peu inondé. Ça va, c'est pas encore... ça monte au niveau du genou, quoi, on va dire. Voilà. Et témoignage recueilli au téléphone d'Elsa Ruot. Emmanuel Macron sur l'île de la Réunion. Le chef de l'État est arrivé tout à l'heure après un passage à Mayotte. Un comité d'accueil était présent. Des gilets jaunes particulièrement actifs l'an dernier. Il dénonce le coût de la vie qui explose et l'insécurité. Macabre découverte au Royaume-Uni à l'est de Londres. 39 corps découverts dans un camion en provenance de Bulgarie. Un
adolescent figure parmi les victimes. Le chauffeur originaire d'Irlande du Nord a été arrêté pour meurtre. Le tour opérateur Thomas Cook France annonce que 15 offres de reprise ont été déposées devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Elles seront étudiées le 5 novembre prochain. La maison mère britannique de Thomas Cook s'était déclarée en faillite en septembre. La filiale française du groupe a été placée en redressement judiciaire le 1er octobre. En France, Thomas Cook emploie 780 salariés dans 174 agences. Les mesures étaient attendues. La ministre de la Santé Agnès Buzyn a dévoilé aujourd'hui un plan en faveur des aidants et ces personnes qui s'occupent d'un proche en situation de dépendance. Et parmi ces annonces, un congé rémunéré de 3 mois sur l'ensemble de la carrière. Un plan qui a de quoi satisfaire les associations, comme nous l'explique Florence Leduc. Elle est présidente de l'Association française des aidants. Sur le congé rémunéré, il était grand temps qu'il soit rémunéré. Donc c'est quelque chose qui est juste, qu'il va falloir cibler sur les personnes les plus en difficulté par rapport au fait d'être obligé régulièrement de s'arrêter de travailler pour s'occuper de son proche. Sur les autres mesures, ce qui est intéressant, c'est que l'accès à des droits pour les aidants va être généralisé à tous les aidants ayant des personnes à tous les âges de la vie et toute pathologie. On avait tellement cloisonné, on avait tellement fait de silos qu'il y avait des trous dans la raquette et qu'aujourd'hui, on est en train de réinstaller quelque chose qui sera pour tout le monde en fonction des besoins de chacun. Le sport et le foot avec la suite de la 3e journée de la Ligue des Champions. Lyon, bien parti dans la compétition, va tenter de confirmer sur la pelouse de Benfica. Début plus délicat pour Lille dans un groupe très compliqué. 0 points en 2 journées. Et déjà le couteau sous la gorge pour les hommes de Christophe Galtier au moment de recevoir Valence. Le coach des Dogs attend une réaction de ses joueurs après 2 sorties très décevantes en championnat également. Comment on fait pour changer cela ? On parle de la Champions League et de ce qu'il faut dans un match de Champions League. Quelles que soient les qualités du moment, le niveau du moment, quelle que soit l'organisation, le schéma tactique, s'il n'y a pas de détermination, s'il n'y a pas d'intensité, s'il n'y a pas d'agressivité, dans ce genre de match-là, on ne peut pas exister. Si nous ne l'emportons pas, si nous perdons, ça sera très compliqué pour se qualifier pour les 8e de finale Champions League. Il nous faut un résultat positif pour être encore en vie dans cette compétition. Ça, c'est sûr. Lille-Valence, Benfica-Lyon, c'est à 21h. Excellente soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.